Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va essayer de répondre à la question: que signifie soulever dos rond en sport de force? Parce que c'est un sujet, qu'on entend beaucoup parler, dont on entend beaucoup parler, en ce moment sur les réseaux, donc voilà, je voulais apporter juste quelques notions que j'avais pas forcément entendues jusqu'à présent. Alors avant on va faire un petit rappel anatomique et biomécanique. Donc au niveau anatomique, bon alors au niveau lombaire, hein, c'est très simple, on a 5 vertèbres de L1 à L5. On est sur, une lordose, donc on a une concavité postérieure et en fait, une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que quand on se penche en avant, on va pas arrondir le dos, on va l'aplatir. Donc la première notion importante, donc là, on le voit très bien sur le schéma. Ici, on est en position neutre, ici, on est en flexion lombaire et en fait, on voit qu'en flexion, les vertèbres sont alignées. Donc là, vous allez me dire: «Bon, bah, tu es bien gentil, mais c'est un schéma, est-ce que c'est comme ça en vrai?» Justement, j'ai pensé à vous et je vous ai montré une radiographie et là, on voit très bien pareil, hein, en flexion lombaire, les vertèbres qui sont alignées. Donc ça, c'était pour la partie anatomique. Maintenant, on va voir la partie biomécanique. Là, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont peur du mouvement de flexion. En fait, il faut savoir qu'au niveau lombaire, la flexion, c'est le mouvement qui a le plus d'amplitude. Donc si c'est un mouvement avec beaucoup d'amplitude, donc c'est qu'on doit être capable de le faire sans se blesser. Sinon, on aurait, des blocages et des choses comme ça et donc il faudrait, pour nous éviter de faire des mouvements dangereux justement. Donc là, on voit très bien que la flexion, c'est un mouvement avec beaucoup d'amplitude et donc du coup, c'est le mouvement fonctionnel du rachis. Enfin bon, là, c'est une étude biomécanique, c'est un peu difficile de dire que c'est le mouvement fonctionnel du rachis, mais pareil, j'ai encore pensé à vous et j'ai pris cette étude et là, je vais vous l'expliquer et on va voir, je vais vous prouver que c'est le mouvement fonctionnel du rachis. En gros, ils ont mis des capteurs, sur des gens pendant 24 heures et ils ont regardé en fait le temps qu'ils passaient en flexion, le temps qu'ils passaient en extension et le nombre de mouvements de fin d'amplitude qu'ils faisaient en flexion et en extension. Et en fait, au bout d'une journée, on voit qu'on passe quasiment 5 heures en position de flexion, contre 24 minutes en position d'extension et on fait 50 mouvements de fin d'amplitude en flexion, contre aucun mouvement de fin d'amplitude en extension. Et donc là, on voit bien qu'on passe la plupart de notre temps en flexion avec des mouvements de fin d'amplitude. Donc on peut dire effectivement que la flexion lombaire, c'est le mouvement fonctionnel du rachis. Voilà, donc ça c'était pour les rappels anatomiques, biomécaniques. Et maintenant, on va essayer de répondre à la question qu'on s'est posée au début. Alors, si dos rond, ça correspond à de la flexion lombaire, alors tout le monde soulève dos rond. C'est-à-dire, si vous considérez que soulever dos rond, c'est dès qu'on perd la neutralité au niveau du rachis lombaire, alors dans ce cas-là, la réponse est très simple, tout le monde soulève dos rond. Donc là, je vais illustrer avec plusieurs, données. Ça, c'est une thèse où ils ont pris des powerlifters, donc qui avaient l'habitude de faire du powerlifting, et en fait, on voit qu'à 85 de leur 1 RM, bah, en fait, ils utilisent entre les 2/3 et les 3/4 de leur amplitude maximale de flexion lombaire. Donc clairement, ils sont plus en neutralité, donc ils soulèvent dos rond. Donc là, ah ouais, bon là, on a en fonction du moment du mouvement, on a la flexion lombaire. Et donc ça, c'est sur le squat, ça, c'est sur le soulevé de terre. Ça, c'est une autre étude pour vous montrer que pareil, on n'est pas en position neutre quand on fait du squat, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Donc, bah, tout à l'heure, c'était en pourcentage de flexion lombaire. Là, en fait, les chiffres, ils sont un peu c'est pas là, c'est en degrés, hein, donc c'est un petit peu différent, mais on est plus en position neutre, en tout cas. On est en flexion lombaire. Et après, on a d'autres études. Alors là, vu que c'était pour les sports de force, je les ai pas mises, mais on a des études sur, le kettlebell swing où pareil, il y a de la flexion lombaire. Sur le good morning avec des gens qui sont entraînés pareil et ils font de la flexion lombaire. Donc la flexion lombaire, elle est partout. Là, notamment dans les sports de force, on quitte la position neutre à partir du moment où on soulève une charge qui est, qui est assez enfin en tout cas qui est à 85 de l'ARM, là c'était assez clair. On est, en dos rond. Si vous considérez que dos rond, c'est de la flexion lombaire. Et ensuite, on va voir donc si vous considérez que le dos rond, c'est de la flexion lombaire maximale, alors là, c'est différent. Pourquoi? Bah, déjà, on a vu, hein, qu'ici, on n'était pas, à 100. Alors après, on peut se dire aussi que si le poids augmente ici, peut-être que l'amplitude de flexion lombaire va peut-être augmenter un petit peu quand même. Donc voilà et là, en fait, je vais profiter de ça pour répondre à une autre question. Donc en gros, pourquoi les powerlifters essayent de garder le dos droit? Et on se dit, ils utilisent déjà une énorme partie de leur flexion lombaire. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de, se protéger sur les derniers degrés? Alors c'est pour faire encore un peu de biomécanique et vous dire en fait, en gros, entre 0 et 75 de la flexion lombaire maximum, le disque en fait, il résiste hyper bien aux forces de compression, aussi bien quasiment que dans la position neutre. Donc c'est vraiment une position où il y a aucun «risque» entre guillemets, c'est toujours pareil,
Voilà, ça dépend, de la charge que vous utilisez, de la progressivité que vous avez amenée sur vos tissus et tout ça, mais grosso modo, c'est une position qui tolère très bien, où le disque tolère très bien la compression. Par contre, une fois qu'on passe ces degrés-là, en fait, on va avoir une augmentation très, très rapide des contraintes. Donc là, on a 2 études et on voit que plus on augmente, l'amplitude de mouvement, plus les contraintes augmentent de manière rapide. Alors la partie A, en fait, c'est on a un artron complet avec, 2 vertèbres, le disque et tous les ligaments qui vont avec. B et C, je crois ils ont coupé des ligaments et D, en fait, c'est le la réaction du disque seul à la contrainte. Et pareil, on voit que là, ça va, puis d'un seul coup, ça augmente assez rapidement. Et ensuite, j'ai mis une autre étude. Alors celle-là, je vous l'ai mise notamment pour que vous alliez la voir. Où en gros, ils ont pris un rachis lombaire et en fait, à chaque fois, ils ont isolé les tissus. Donc, ils ont pris juste le ligament interépineux, juste le ligament intertransversaire, juste le disque intervertébral. Ils ont tordu dans tous les sens et ils ont regardé est-ce que, enfin, comment réagissait le tissu. Et en fait, on voit que le disque intervertébral, bah, pareil, plus on s'approche de la fin de flexion, plus les contraintes augmentent de manière rapide. Donc, on peut se dire que les powerlifters évitent les derniers degrés, de flexion lombaire pour éviter justement cette augmentation très, très, très rapide des contraintes. OK? Et en gros, ils respectent ce que disent, Greg Lehman. Alors après je dis ils respectent, il y a toujours des cas particuliers, je parle de la grande majorité là, hein. Et donc en fait, ils respectent ce que dit, Greg Lehman, donc il a fait un article en 2016 où c'est lui un peu, hein, qui a dédramatisé toute cette position de flexion en disant que non, la flexion, c'est pas, dangereux et tout ça. Très intéressant, faut aller le lire, c'est pour ça que je vous le mets là. Et en gros, il dit à la fin, il met quelques réserves sur des trucs, sur des choses en rapport avec la flexion, notamment le port de charges lourdes. Et en gros, je vais vous dire ce qu'il dit. Alors surtout les parties qui me semblent intéressantes. Donc il dit: «Même si certaines recherches suggèrent que la flexion n'est pas pire que la position neutre, aucune étude ne montre qu'elle est plus sûre. Et en ce qui concerne les activités à forte charge, donc elles sont des exemples où la biomécanique est importante, car on peut, dépasser la résistance structurelle des tissus». Et là, il dit qu'il est à l'aise pour choisir la position neutre ici. Bon voilà, après, position neutre, on a vu qu'à partir du moment où on soulève une charge, il va y avoir un peu de poids, bon bah, on va la perdre de toute manière, cette position neutre. Et après, tout est relatif. Là, il parle de charge importante. Après, c'est une charge importante pour qui? Voilà. Mais en gros, je pense qu'ils essayent de respecter en fait ce cette «consigne», si on peut appeler ça une «consigne» entre guillemets. Et ensuite, je voulais finir avec ça, juste pour dire qu'il y a plein de justement avec les débats sur le dos rond, il y a plein de gens qui se disent sur les réseaux: «Oui, regarde, lui, il soulève avec, le dos rond, mais non, mais lui, c'est pas son rachis lombaire qui est rond, c'est son rachis thoracique. Non, lui, c'est pas son rachis thoracique qui est rond, c'est ses omoplates qui partent». Bon, en gros, là, c'est juste pour vous dire qu'il y a 6 kinés qui ont 8 ans d'expérience et quasiment 8 ans dans, la correction et l'évaluation du mouvement, de certains mouvements, notamment le squat qui a été étudié. Et ils ont regardé 14 powerlifters et 10 haltérophiles et ils ont comparé ce qu'eux voyaient à des capteurs inertiels et en gros, visuellement, même des personnes entraînées sont très mauvaises pour déterminer la position du bassin ou du bas du dos. Et en gros, quand on commence à voir que, le bassin, part en enfin, qu'il y a une bascule au niveau du bassin ou que, on a un arrondissement ou un aplatissement du bas du dos, en fait, on a déjà, il y a déjà quand même pas mal de degrés. Par exemple, sur une inclinaison pelvienne postérieure, on l'observe visuellement à partir dès qu'il y a plus de 34 degrés d'inclinaison pelvienne postérieure. Donc c'est quand même beaucoup. Donc en fait, on est très mauvais visuellement pour faire ça. Donc voilà, c'est pour juste dire que les débats, ça sert à rien sur ce sujet-là. On peut débattre avec des capteurs inertiels, pas, juste chacun avec sa vue. Puis là, en plus, c'est des gens qui ont 8 ans d'expérience, voilà. Et si vous avez, juste l'habitude de regarder des gens sur internet et que c'est même pas votre domaine de compétence, imaginez, ce que vous voyez, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Récemment, j'ai beaucoup parlé du dos, donc prochaine vidéo, on parlera d'autres choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. Vous ne me l'avez pas dit la dernière fois, donc moi je le continue pour le moment et on se dit à la prochaine. Salut.